Salut YouTube, Hello. Enfin, oui, on va se dire ça toute l'année si ça Peace. continue. Ouais, non, ça c'est à la fin. Aucun lien, vraiment. Ça va? Ça tu va et vas toi? bien? Excellent, très bien. Bon, on espère que vous allez bien aussi. On se retrouve pour un nouvel épisode pour parler C'est ça. de la révolution une fois de plus. Oui, plutôt de la non-révolution du coup. Ouais. Ouais. Je sais pas. En fait, on n'a pas de phrase. Faudrait qu'on peut-être fasse une phrase. Bonjour et bienvenue dans Vacarme des jours. Le truc où on résume l'actualité. Je sais pas, non, faudrait qu'on trouve une phrase catchy comme ça. Tu sais, les gens, ils ont une phrase catchy. Et après, au bout d'un moment, tu la connais par cœur. Vous écoutez Vacarme des jours, VDJ pour les intimes. Un podcast de Motus et Langue Pendue, média pirate autoproclamé, journal intime de la société. Bonne écoute. Je te laisse faire ta chronique et on en parle après. Ok. Bisous. Alors la France, il se passe quoi ? Ça fait des années qu'on se targue d'être les révolutionnaires ultimes, d'être en manif un jour sur deux, et au moment où les jeunesses du monde se soulèvent, il n'y a plus personne. C'est quoi ce bordel ? L'année dernière, on avait fait un épisode de rentrée sur les syndicats et leur impuissance organisée, et j'avoue que j'ai comme un déjà-vu. Mais comme il se passe pas mal de trucs dans le monde là, même si pas assez justement, bref, vous allez voir, aujourd'hui on parle du 10 septembre, des fameuses mobilisations de la Gen Z tout autour de la planète, et de pourquoi, même si on n'a jamais eu autant de raisons de sortir tout cassé, on n'arrive pas à envoyer un mouvement social fort. Je vous préviens, je vais pas débarquer avec la grande vérité sur pourquoi ça marche pas. Il y a assez de grands Manitou de la gauche sur Twitter pour vous expliquer la faute à qui. Par contre, je pense que comme d'hab, la politique s'ancre dans une époque, des gens, nous, nos adversaires, et que si on regarde ces choses dans le détail, peut-être qu'on peut un peu comprendre une partie de ce qui nous bloque et surtout réagir pour essayer d'être plus efficace. Mini rappel des faits. On a eu le 10 septembre. Plus de 300 000 personnes dans la rue, plus de 100 appels à la grève en France, des blocages de lycées, de lieux publics, d'enseignes privées qui soutiennent Israël. Alors certes, on attendait un peu plus la révolution, mais pour un mouvement qui s'ancre plus dans un ras-le-bol général que dans une lutte précise, ce sont de beaux chiffres, en vrai. Puis, le 18, l'intersyndicale appelait à la mobilisation. Plus d'1 million de personnes dehors. Puis, le 21, petit flop. Vous saviez qu'il y avait un truc le 21 ? Moi, je l'ai appris en écrivant cette chronique. Peut-être que c'est une légende. Bon, blague à part, comment ça se fait qu'après un été à se chauffer et une grosse rentrée, on n'arrive pas à pérenniser nos luttes et à foutre la pression convenablement ? Peut-être que les syndicats n'ont aucun courage politique. On en reparlera. Sûrement que Macron nous a bien baisé la gueule au fil de son règne en rendant nos mobilisations soit difficiles, soit inoffensives. Mais en vrai, j'ai aussi l'impression qu'on s'est foutu nous-mêmes dans une forme de routine qui nous dessert. On a manifesté contre la loi travail, ça a duré, on était nombreux, on n'a rien gagné. On a manifesté contre la réforme des retraites, ça a duré, on était encore plus nombreux, on n'a rien gagné. On manifeste pour la Palestine, ça dure, il y a parfois du monde, rien ne bouge. Même pendant les gilets jaunes, à part faire un peu flipper Macron et arracher 20 balles sur le SMIC, on a juste eu des cahiers de doléances aujourd'hui planqués dans un placard obscur et un grand débat national comme une grande pièce de théâtre où on s'applaudit à la fin avant de rentrer bien sagement chez nous. Tout ça crée au moins deux choses. Un sentiment global que les manifs servent plus à grand chose d'un côté et une routine dans les mobilisations de l'autre. Et si on ajoute la game que Macron joue de rester flou en permanence, que ce soit lorsqu'il s'agit de reconnaître la Palestine ou lorsqu'il s'agit de former des gouvernements, non seulement on s'habitue à perdre, mais en plus on n'a plus de point de fixation de nos colères. Si ce n'est la Macronie elle-même, mais elle-même émouvante, CF le 10 septembre et le départ de Bayrou 2 jours avant le mouvement. Alors on a bien une colère de fond, mais on a perdu le sentiment qu'il y aurait parfois des événements importants pour lesquels se mobiliser urgemment. Il y a ceux qui vont tout le temps en manif, ceux qui y vont de temps en temps, ceux qui regardent ça de loin. On passe d'une team à l'autre de temps en temps, mais on n'est pas saisi collectivement par le besoin de nous battre. Ceux qui sont dans la rue rêvent du jour où ceux qui restent chez eux les rejoindront pour la glorieuse révolution. Et nos gouvernements dorment tranquilles en balisant tellement les parcours de nos manifs que ça en devient presque des défilés du carnaval au milieu de rangées de flics. Mais ne vous inquiétez pas mes amis, je suis porteur de bonnes nouvelles. Des petits malins se sont amusés à théoriser et même à mettre en pratique des formes d'action beaucoup plus efficaces. Alors la révolution mode d'emploi, c'est maintenant dans la discussion de cet épisode. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bonjour, Charlotte Georgie, experte en révolution. Experte en révolution. Alors vas-y, alors du coup tu vas pouvoir nous dire ce que c'est les nouvelles méthodes aujourd'hui pour... Soyons proactifs. Tu sais ce qui est marrant, c'est que t'as dit pluie le 18 septembre et on aurait dit un haïku. Et je me suis dit putain. C'est de la poésie aussi des fois. Il a vraiment plu le 18 septembre. J'ai grave bouffé mes mots en vrai, je suis désolé pour vos oreilles. Donc c'est quoi ta méthode efficace ? Moi, je suis curieuse. Je croyais que tu étais experte en révolution.
Mais je disais ça pour la vanne, mais en vrai, tu nous as vendu du rêve. Oui, hein, c'est vrai. Non, mais en réalité, en plus, je vends du rêve comme si genre j'allais inventer l'eau chaude et dire des toutes nouvelles choses, alors qu'en réalité, on se rend bien compte que on se rend bien compte depuis ces dernières années, et avec l'émergence de mouvements type les soulèvements de la terre, ou d'ailleurs les flottilles qui vont à Gaza, en fait, des gens qui mènent une action pour essayer de créer des précédents, que ce soit juridique ou simplement dans les faits, et on se rend compte que ça a plus d'efficacité que de s'exprimer politiquement. C'est ce que dit Geoffroy de Laganerie dans ce bouquin-là, où il parle notamment alors qu'il est sorti il y a quelques années, mais où il parle de la confusion qu'on opère souvent entre expression politique et action politique. Et aller en manif, gueuler des trucs et tout, c'est de l'expression politique, c'est bien de s'exprimer, mais ce n'est plus de l'action, c'est pas de l'action politique déjà, et surtout ça n'en provoque plus, parce que fut un temps où aller en manif, ça pouvait empêcher des lois de passer, ou même il y a très longtemps, dans des temps reculés, d'après les anciens, gratter des trucs. Aujourd'hui, ça n'arrive plus depuis des années. Ce qui est marrant, c'est que, alors là, au moment où on enregistre cet épisode, on est dans un flou politique absolu, genre on sait pas, ouais. on sait pas du tout ce qui va se passer. Ça se trouve évidemment ce soir qu'on va savoir que l'Assemblée est dissoute ou un truc comme ça, quoi. Donc on n'en sait rien. Mercredi. Donc, ça se trouve là, vous savez des dingueries de ouf. Nous on n'en sait rien. Mais en tout cas, ce qui est marrant, c'est que ce qui est remis sur la table à ce moment-là par la personne même qui l'a fait passer par 49.3, c'est la putain de réforme des retraites. Genre là, Elisabeth Borne est en train de dire en vrai, si ça peut débloquer l'instabilité. Ah ouais, j'ai même pas vu. Elle a dit ça ce matin et j'étais en mode après, c'est de la com, ça, c'est ce qu'on disait déjà aussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même une dinguerie que, tu sais, l'instabilité, ça fait tellement plus peur à tous les bourgeois que n'importe quoi d'autre. Genre, c'est vraiment en mode, on peut casser des vitrines, saccager l'Arc de Triomphe et tout. Genre, ce qui les fait vraiment bouger, c'est quand on leur dit mais il n'y aurait pas un petit peu d'instabilité politique dans ton pays? Genre, c'est ça qui me traumatise, moi. Oui, c'est vrai que ça, moi je trouve qu'on se rend plus compte. Nous, on est habitués, tu vois, on est en mode bon, il n'y a pas de gouvernement, ça y est, on est dans cette espèce de flou artistique et tout. On se rend pas compte de la peur que ça peut faire prendre à certaines élites, oui, carrément. Non, mais même pas que. Mais du coup, ça avait un lien avec la choucroute de la mobilisation, ou juste t'avais envie de dire ça? Non, mais ça avait un lien, parce que tu dis on se mobilise pour les retraites, on n'obtient rien. Et là, genre ce matin, j'entends à la radio en mode c'est sur la table. Je suis en mode attendez, ça fait en fait des mois. C'est vraiment leur propre calendrier. Non, mais ça fait des mois que c'est une ligne rouge absolue, que genre toute la France, enfin il y a 78% des Français qui sont contre, on fait que parler de ce truc symbolique. Et là, mais du coup, en fait, ce qui peut faire bouger, c'est juste que. Mais du coup, ça vient presque me donner tort, si jamais ça se fait. Mais bon, après, c'est quand même après une lutte ultra acharnée selon leur propre calendrier. Pour moi, c'est pas après la lutte justement que ça arrive. C'est après ce truc d'instabilité. Parce qu'elle dit ça. Si elle dit ça vraiment et que ça se fait, c'est pour sauver leurs fesses. C'est parce qu'ils ont plus que ça pour encore essayer de se maintenir un peu. Ils vont être obligés de lâcher même cette ligne rouge. Mais là, c'est parce qu'ils sont dans une sauce telle. Et en fait, ça fait longtemps qu'on devrait avoir un autre président, un autre gouvernement et tout. Donc en fait, c'est peanuts par rapport à ce qu'on devrait avoir et par rapport à nos demandes et tout. Mais n'empêche que, bref. Oui, et puis ce qui était aussi rappelé en ces temps dissolution, pas dissolution et tout, c'est que en fait cette crise politique dans laquelle on est, elle est là depuis en fait juin 2024, où il y a eu ce truc de dissolution, etc. Et que en fait depuis ce moment-là, il y a ce truc qui gronde. Et on a fait un épisode l'année dernière sur Vacarme des jours où on ouvrait l'année en disant putain, on a eu le Front populaire aux élections, le nouveau Front populaire aux élections, on a Barnier comme Premier ministre, comment ça se fait qu'on soit pas tous en train de mettre le sbeul, quoi. Mais moi je trouve que ça se fait qu'on soit pas tous en train de mettre le sbeul aussi parce que ça c'est de la politique institutionnelle et politicienne, pas au sens où ça serait pas légitime, mais au sens où du coup la gauche a gagné les élections mais elle se les fait dénier par le président, du coup c'est la gauche qui devrait se mobiliser dans la rue. Et ça c'est je veux dire, c'est important de le faire, c'est important de militer pour, mais c'est quand même une partie c'est une partie spécifique de la sociologie de notre société et tout. Le 10 septembre, c'est autre chose, parce que c'est quand même né de mouvements un peu flous politiquement, on savait pas trop où ça se situait, puis il y avait des mots d'ordre de gauche qui ont émergé, et du coup, on attendait aussi un peu, on espérait aussi un peu un gilet jaune bis, parce que, en fait, quand il y a des mouvements de mobilisation qui émergent d'un ras-le-bol, et c'est ce que je dis aussi sur le manque d'urgence dans les mobilisations, on n'est plus saisi par quelque chose de ah putain là faut y aller, et donc ça peut exister dans des couches moins politisées mais
ça marche mieux quand tu as des points de fixation de la lutte, c'est ce que je disais. Et là, le fait qu'il y ait ça qui émerge sans de point de fixation, ça en dit long sur l'état des gens, tu vois, à quel point ils en peuvent plus. Et en même temps, on n'arrive pas à le pérenniser pour toutes ces raisons. Après, il y avait quand même un point de fixation, c'était le budget. Oui, le budget de mais Bayrou. Du coup, comme Bayrou, il a démissionné, mais les gens, ils ont quand même plus de quoi vivre, donc ils ont dit, on va quand même aller dans la rue. Enfin, tu vois, mais c'était un en move. soi, il a démissionné, mais je veux dire, son budget, il peut être repris. Enfin, tu vois, en fait, du coup, c'est plus flou. Du coup, ça empêche, tu vois, ça casse le truc. Je suis d'accord, mais je pense aussi qu'il y a un truc de très pragmatique dans les luttes, de aussi capacité d'organisation, qui sont quand même vachement amoindris parce que on est de plus en plus à pas savoir gérer des collectifs, à genre pas savoir pas savoir quoi faire de cette énergie qu'on a de colère, de rage, etc. J'ai l'impression aussi que ce qui avait bien marché au moment des Gilets jaunes, c'est ce truc de donner rendez-vous aux gens sur des ronds-points, d'avoir des modes d'action qui étaient discutés et qui étaient partagés. Et en fait, il y avait un truc un peu d'organisation que moi j'ai pas retrouvé le 10 septembre. C'est un peu le 10 septembre, on était tous en mode, on est allé dans la rue en mode vas-y, c'est où que ça se passe, tu vois. Et en fait, je trouve qu'il y a ce truc de une lutte, ça s'organise en fait. Et c'est pas marrant, et c'est pas genre les trucs les plus glamour de la révolution, mais en fait, je pense que ça s'organise aussi, même quand il y a des mouvements qui sont un peu spontanés, etc. Et il y a eu des AG, etc. Mais moi, j'ai l'impression que... non, mais justement, moi, je sais pas si je suis d'accord... Enfin, si je suis d'accord qu'une lutte, ça s'organise et tout, bien sûr, mais en même temps, les Gilets jaunes, c'est l'exemple inverse. C'est-à-dire, spontanément, et après, ça s'est organisé. Mais je veux dire, assez rapidement, les gens, ça a commencé à se partager, on se retrouve sur les ronds-points, on bloque les péages et tout. Ça, c'est fait. Ça a été de l'action directe, très rapidement. Enfin, tu vois, il y a un truc où ils ont pas fait des AG pour se dire... Non, mais il y avait une espèce de coordination aussi sur les... Enfin, c'est beaucoup passé par les réseaux sociaux. Et genre, il y avait vraiment des groupes entiers où, genre, il y a eu ce truc de mot d'ordre du gilet jaune. En fait, il y avait quand même un truc... Mais il y avait un truc spontané qui vient d'une... Non, mais c'était spontané, et qui ne vient pas aussi, qui n'est pas descendant. Et c'est ça aussi qui est dur, c'est que nous, on est aussi habitués en France à des mouvements sociaux un peu descendants parfois. En tout cas, qui viennent des syndicats, qui viennent des appels à la grève, qui viennent des forces politiques, etc. etc. Et ça, forcément, ça mobilise moins que quand on a l'impression de faire partie d'un truc et d'être en train de le construire. Et c'est ça, et c'est ça qu'on voit qui se passe justement ailleurs dans le monde. Je parlais des trucs de la Gen Z et tout. Alors, l'angle générationnel, il est plus ou moins éclaté pour parler de ça, parce que si les gens, ils se mobilisent avant d'être jeunes, c'est sûrement parce qu'ils en peuvent plus. Moi, j'étais même pas au courant aussi qu'il y avait un truc de Gen Z, mais... Ouais, mais du coup... Je suis à l'ouest. Oui, et tu m'as fait devenir à l'ouest sur mon fil de pensée. Mais oui, je disais, alors on parle beaucoup des moments de la Gen Z, l'angle générationnel, en vrai je suis pas sûr que ça soit le plus pertinent, parce que si les gens y sortent, je pense qu'avant tout c'est parce qu'ils en peuvent plus, plutôt que juste parce qu'ils ont 18 ou 25 ans. Mais du coup, oui, il y a des soulèvements de différentes formes et contre différentes choses qui s'opèrent à Madagascar. Je crois que Madagascar, ça partait du prix... je sais plus le prix de quoi. Et au Maroc, au Népal, où on a vu des images hyper impressionnantes d'émeutes violentes où ils ont renversé le gouvernement, etc. Et je trouve que ça se voit, ça se sent quand on regarde ces images, que aussi il y a, comment dire, une jeunesse, une population qui est saisie et qui d'un coup se chauffe mutuellement en mode mais là c'est plus possible, tu vois. Et c'est comme si nous on attendait un peu ce que tu dis, on est sorti dans la rue en mode bon on fait quoi, alors que les gilets jaunes ils sont allés bloquer des péages et que là on disait bloquons tout, mais après il y a quand même autre chose. Tu m'interromps, n'hésite pas, parce que je suis en monologue. Attends, juste sur le bloquons tout. Je te saisis. D'accord. Non, mais il y a aussi ce truc, je pense, paradoxalement, pays de la grève, etc. Je pense qu'il y a une espèce de lassitude aussi des gens, parce que moi, je sais que même des potes et tout qui étaient chauds pour le 10 septembre, j'étais en mode, du coup, tu fais grève, et ils étaient là, genre, ah ouais, mais non, mais moi, j'ai trop de taf et tout, genre. Et j'étais un peu en mode, enfin, je comprends pas. Du coup, il y a une hype. C'est ça. Et dans les actes, après, il faut aussi se réapproprier le truc et se dire ouais, non, là, je suis hypée par un truc, mais si, en fait, moi, je fais mon petit quotidien comme d'hab, il n'y a rien qui va se passer, en fait. Pour moi, ça, c'est exactement ce que je dis dans la chronique sur les routines. C'est-à-dire, on est habitué à ce que les mobilisations, elles aient lieu, et du coup, on peut plus ou moins y participer ou pas. C'est pas important, j'irai à la prochaine. Oui, et puis il y a aussi un truc de ringardisation, je trouve aussi, de la grève, des blocages. Enfin, en fait, je trouve qu'il y a un truc aussi où...
c'est un peu justement le truc des syndicats qui ressortent un petit peu, on va faire grève, nanana. Et je trouve que du coup, ça perd de sa puissance. Quand on l'évoque, il n'y a pas trop d'enthousiasme à se dire ah, aujourd'hui c'est jour de grève. Oui. Ça signifie vraiment quelque chose. Ça signifie qu'on va faire quelque chose. Mais c'est aussi que c'est des grèves, perlées ou des partis de syndicats qui appellent. Enfin, tu vois. Je sais pas, là, moi, je me suis vraiment rendu compte le 10 septembre pour avoir fait grève moi et pour avoir côtoyé des salariés et tout. Je me suis vraiment rendu compte de ce truc il y a un appel national à la grève, tout le monde en parle depuis des mois, etc. Mais en vrai, les gens, ils sont choqués sur le papier. Mais en même temps, c'est pas un appel à la grève générale. Et je trouve que justement, l'exemple inverse, c'est l'Italie, où d'un coup, ils ont décidé que c'était insupportable ce qui se passait en Palestine. Ah ouais, ça par contre, c'est exceptionnel. Et ils ont tout niqué, en fait. C'est même pas exceptionnel, c'est dramatique à quel point on n'est pas capable de faire ça. Mais pour moi, c'est aussi... Alors, parce que là, on a parlé beaucoup de nous-mêmes et tout. Déjà, si on dézoome un peu en restant quand même dans notre champ, il y a quand même aussi... Je parlais du manque de courage des syndicats. Effectivement, alors bien sûr, il faut mobiliser des travailleurs, c'est pas facile de mobiliser des travailleurs et des travailleuses et tout, mais n'empêche qu'on peut avoir des postures plus ou moins radicales et d'un seul coup aussi avoir des mots d'ordre forts, et je trouve que c'est un truc qui existe peu dans les directions syndicales en France. Et en Italie, ils ont eu les couilles de dire grève générale en fait. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on n'a pas eu en France depuis des années et des années. Ils appelaient pas la grève générale la CGT le 10 septembre? Ah non, mais non, pas du tout à la grève générale. Non. Et après, nous, c'est des grèves perlées. Alors ça aussi, du coup, ça nous donne l'impression que le mouvement il s'étend mais qu'il s'essouffle petit à petit parce qu'on se retrouve pas tout de suite. Et en même temps, c'est compliqué de demander aux gens d'arrêter de travailler pendant plusieurs jours d'affilée et tout. Mais peut-être qu'il faut être plus stratégique sur les moments où on le fait et tout. Bon, voilà, je suis en train de donner des leçons à la direction de la CGT. Non, mais en même temps, franchement, bougez-vous le cul. Oui, non, mais il y a un truc même général de genre... en fait, un moment où on en parle, mais... faut aligner les actes aussi, chacun, quoi. Et après, je trouve que si on dézoome aussi, il faut quand même dire que tout ça, ça vient aussi d'une gestion ultra violente et ultra répressive de l'État. Et que, en fait, ça va du truc que je dis dans la chronique, c'est-à-dire le pouvoir s'est habitué complètement à nos manifs et il a tout fait pour les rendre les plus inoffensifs possibles, et donc maintenant c'est juste on marche de République à Nation avec des policiers sur le côté et après on rentre chez nous après s'être pris quelques gaz. Donc non seulement les manifs elles sont complètement inoffensives parce que ultra encadrées et réprimées dès que ça déborde, et en plus une fois qu'il y a eu cette manif plus ou moins sage mais quand même globalement très sage parce que très encadrée, on va tous sur les plateaux télé le soir le dire que c'était ultra violent, qu'il y a des débordements et féliciter les policiers, etc., tu vois. Et du coup, ça crée, ça fait deux coups bas dans la gueule du mouvement. C'est-à-dire que à la fois on le rend inoffensif, mais en parallèle on criminalise. Donc on fait comme s'il n'était pas. Et puis même il y a tellement de trucs genre structurels effectivement qui expliquent aussi cette sorte d'apathie et tout. C'est genre ce truc de genre être vachement pris par les rythmes de travail, par l'individualisme, etc. Enfin, en fait, tous ces trucs qu'on redit à chaque fois, genre de... en fait, être bloqué structurellement pour pouvoir s'organiser, en fait. Oui, c'est difficile. En fait, moi, je vois même là où je travaille, en mode, c'est difficile d'organiser des temps syndicaux, en fait. Bien sûr. Et si t'as pas cette base-là, c'est difficile après de cultiver cette culture de mobilisation. Mais après, il y a ça, mais après, c'est aussi, moi, ce que je veux dire, c'est de manière globale aussi, genre même en termes de pourquoi nous, on ressent cette lassitude aussi. Et ce que je veux dire, c'est qu'on a beaucoup fait notre autocritique, j'ai parlé des syndicats et tout, mais je pense que la lassitude, elle est aussi largement mise en place par l'État, par le fait de rendre toutes les actions inoffensives et le fait de... Enfin, tu vois ce que je disais. Pour moi, c'est dans la continuité, ce que je viens de dire. Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire... Non, pas forcément... Enfin, c'est dans la continuité, mais c'est pas les mêmes acteurs, tu vois. Par exemple, toi, t'es dans une asso et tout, et même toi, tu dis que c'est compliqué, mais il y a aussi tout un monde de l'entreprise avec du patronat dans le privé, etc., qui, depuis des années et des années, est en lutte contre les syndicats, est en lutte contre le fait que les travailleuses puissent se mobiliser. Oui, mais l'État et les entreprises, en fait, là où l'État il a été un acteur un peu important, c'est qu'il a quand même, depuis Hollande, on a quand même un peu accentué la répression à certains endroits. Depuis Macron, on a rendu systématique le fait d'aller se plaindre sur les plateaux télé le soir que tout le monde est violent et que tout ça. Enfin, on a fait monter le rapport de force entre la police et les manifestants, et ça, c'est l'État qui a été acteur de ça. Je suis d'accord que la société, elle est en accord et que le monde de l'entreprise, il est en accord. Mais je veux dire, l'organisation du travail, c'est pas que les entreprises toutes seules, c'est aussi avec le blanc-seing de l'État, tu vois. Sûr. Et il y a aussi un truc de culture de fond, de ce truc de travailler plus, etc. C'est aussi un truc
qui grignote un petit peu plus à chaque fois sur les temps collectifs, sur des temps qu'on pourrait prendre pour... Enfin bref, ça, c'est des trucs qu'on dit à chaque fois, j'ai l'impression, mais c'est un peu la thématique de cet épisode, genre en mode, pourquoi on se retrouve encore à faire cet épisode ? Voilà. Ben oui. Et voilà, c'est tout. Bah ouais, c'est tout. Après, je dirais, c'est juste pour dire, une fois qu'on a fait toute cette autocritique et tout, cette critique tout court, bah, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est un peu ce qu'on disait au début de l'épisode, mais du coup, on parle d'actions qui créent des précédents. Et ça, il en parle pas mal aussi dans le bouquin Geoffroy de la Gannerie. À l'époque, c'était Cédric Héroux qui a, à force d'accueillir des migrants chez lui et d'avoir des procès pour ça, il a fait constitutionnaliser le principe de solidarité. C'est aussi donc en menant une espèce d'action directe, pas en disant il faut des droits pour les sans-papiers, mais juste en accueillant des gens et en prenant soin d'eux. Bah, du coup, il a eu des soucis juridiques et du coup, finalement, il a fait avancer le droit de manière concrète. Enfin, tu vois, donc il y a toute cette forme-là aussi d'essayer de créer, vraiment presque en termes d'institutions, des précédents dans les institutions, quoi. Et après, il y a des formes aussi de lutte, comme celle des soulèvements de la terre, dont on a déjà parlé beaucoup de fois ici, mais qui sont aussi qui cherchent plutôt à créer des précédents pas juridiques, mais à juste désarmer l'ennemi, quoi, à lui faire peur. Et c'est beaucoup plus être beaucoup plus offensif, en fait. Ouais, être beaucoup plus offensif, mais aussi parce que la réflexion, elle part pas de il faut qu'on soit plus offensif, elle parle de comment être efficace, quoi. Et donc on veut pas de méga-bassines, bah donc on va en casser jusqu'à ce que ça coûte tellement cher d'avoir de la sécurité pour les méga-bassines que ça soit plus bénéf d'avoir de l'eau là-dedans, quoi, tu vois. Et ça, c'est aussi une autre forme de lutte. Et pour finir, il y a quand même Carrefour qui a perdu énormément d'argent dans toutes les campagnes de boycott par rapport à Israël et de blocage, même. Donc en France, il y a des blocages de Carrefour, mais même au niveau du boycott, Carrefour, je crois, se retire de plusieurs pays arabes. Là, j'ai appris ça genre hier ou avant-hier, parce qu'ils ont plus assez en fait, ils vendent plus assez et tout. Donc en fait, quelles que soient les formes que ça prend, chercher à impacter directement nos adversaires et les acteurs qui s'opposent à nous, c'est de l'action politique. C'est plus de l'expression politique, et je crois que c'est ça dont on a besoin. Réfléchir, est-ce que c'est efficace ou est-ce que c'est symbolique ? Ouais, est-ce que je le fais pour moi ? Enfin non, on le fait aussi pour nous. Oui, mais t'as raison. Bref, voilà. Ouais. Après, je vais pas non plus vulgariser tout le livre. Oui. Non, ça veut plus rien dire. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça vous plaît, et aussi n'hésitez pas à donner. Je pense qu'on mettra le lien dans la description. Donner, adhérer, au moins partager. Voilà, on est un petit média indépendant, on a besoin de sous et de soutien. On fonctionne que comme ça. En plus, on a demandé quand même, nous, parce que les gens ils disent non, on est entièrement indépendant et tout. Alors nous, on a clairement demandé une subvention, on n'avait pas d'investissement de départ, mais par contre, est-ce qu'on va l'avoir alors que notre campagne de don d'adhésion, c'est littéralement porter la révolte populaire ? Je ne sais pas. Moi, je suis en mode, on se met dans la sauce. Bref, du coup, aidez-nous s'il vous plaît. En tout cas, vraiment, le topo, c'est porter la révolte populaire et être un média qui accompagne les luttes au mieux. Voilà. C'est le ciao, finalement. Oui. À dans 2 semaines.